Je m'appelle Gilles Prévost, je suis le gérant de l'entreprise PepsWeb, qui est une agence web spécialisée dans la formation au métier de e-commerçant. Donc bienvenue dans notre deuxième vidéo consacrée au e-shop et donc au métier du e-commerce. La première question à se poser quand on veut lancer son site de e-commerce, c'est savoir si ce qu'on va vendre sur la toile, on est revendeur, on est importateur ou on est fabricant. La raison pour laquelle il faut absolument se poser cette question, c'est que on n'a pas les mêmes marges entre le prix d'achat et le prix de vente, on n'a pas les mêmes marges qu'on soit fabricant, importateur ou revendeur. Et pour se lancer sur Internet, il vaut mieux avoir 40-45% de marge brute pour avoir une chance de gagner à peu près sa vie sur Internet. C'est assez compliqué de gagner sa vie avec moins de 30 de marge sur Internet. Vous allez voir pourquoi par la suite. La deuxième question à se poser, qui est très très importante, c'est la sécurisation de son réseau d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il faut absolument être sûr que quand on va proposer un produit à la vente, il faut absolument être sûr qu'on va toujours pouvoir proposer ce produit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Alors peut-être il y aura une version un peu différente, mais en tout cas il faut pouvoir sécuriser ses achats. Il ne faut pas, parce que vous allez vous rendre compte que présenter un produit en ligne, ça met du temps. Ça met du temps avant que ce produit soit visible dans Google et ailleurs. Et ça met du temps avant que les gens s'en emparent. Et donc si au moment où ce produit est à nouveau est indisponible, c'est à peu près là que vous allez commencer à en vendre et vous allez devoir faire un truc qui est insupportable, c'est-à-dire rembourser ses clients. La troisième question concerne le positionnement de votre offre sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut commencer à se poser la question de est-ce que vous allez vendre à des particuliers, est-ce que vous allez vendre à des professionnels, est-ce que mes clients font partie d'une communauté, est-ce que je suis capable d'identifier mes clients, est-ce que j'ai identifié mes concurrents, combien on est à vendre la même chose, et donc toutes ces questions-là sont essentielles. Pour faire simple, si vous êtes la 125e personne à vendre la même chose que tous les autres sur la toile et qu'en plus vous êtes au même prix que les autres, il n'y a aucun intérêt à aller vendre sur la toile, vous allez dépenser de l'argent pour rien et vous allez y laisser votre chemise. Donc vous devez impérativement définir quels sont vos plus par rapport à la concurrence, et j'ai envie de dire que si vous n'avez pas de plus par rapport à la concurrence, si vous n'êtes pas moins cher, si vous n'êtes pas de meilleure qualité, si vous n'êtes pas en ce moment Made in France, si vous n'êtes pas en circuit court, si vous n'êtes pas en produit local, si vous n'avez pas un produit qui a une innovation de rupture, quelque chose qui le différencie complètement de la concurrence, n'y allez pas, ça sert à rien. La cinquième question, c'est une question de construction et d'optimisation de bases de données, c'est-à-dire qu'il est bien évident que vous n'allez pas vous lancer créer un e-shop, vous lancer dans le e-commerce, qui soit B2B, B2C. Donc B2B, c'est vente à des professionnels, et B2C, c'est vente à des clients finaux et à des particuliers. Vous n'allez pas vous lancer dans le e-commerce uniquement pour vendre un seul produit. En général, on a toute une gamme de produits qui correspondent à la fois à une largeur de gamme et à une certaine profondeur de gamme. Donc ces produits, il va falloir créer une base de données pour pouvoir les intégrer dans votre site internet, et donc ça veut dire qu'il faut des photos, plusieurs photos par produit, si possible des photos qui n'ont jamais été prises de ces produits. Il va falloir décrire le produit, il va falloir une description courte, une description longue, il va falloir y intégrer des mots-clés, il va falloir mettre une référence, un prix d'achat, un prix de vente, un poids, un code EAN, etc., etc., etc. Donc vous allez vous retrouver avec un tableau avec une quinzaine, voire une vingtaine de colonnes, et il faut construire cette base de données avant de commencer à intégrer vos produits sur le site. La question suivante est une question qui souvent revient en priorité, alors que c'est pas une question prioritaire. Les questions prioritaires, on les a vues précédemment. Là, on va arriver sur les questions secondaires. La question secondaire, c'est est-ce que je fais le choix pour mon site e-commerce d'une solution propriétaire ou d'une solution open source? La différence entre les deux, la solution propriétaire, c'est un site de e-commerce, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre site de e-commerce, vous êtes hébergé par une société qui a développé son site de e-commerce, et elle met à votre disposition un emplacement sur son serveur dans lequel vous allez pouvoir rentrer vos produits. Ça veut dire que vous êtes marié avec cette société pour une longue période, vous ne pourrez plus jamais en partir, ou en tout cas ça risque d'être très très compliqué, parce que le jour où vous allez vouloir en partir, vous risquez de perdre une grosse partie de votre référencement. La solution open source, c'est les fameuses solutions où on croit que c'est gratuit, où on croit que votre cousin dans son garage peut le faire en 5 minutes, et c'est pas moins cher, c'est juste vous êtes quelque part un peu
propriétaire de votre solution et vous pouvez changer beaucoup plus facilement de prestataire si vous n'êtes pas satisfait. C'est pas forcément moins cher, on a laissé croire que c'était facile, mais c'est finalement assez compliqué. La solution open source la plus répandue en France s'appelle PrestaShop et c'est une solution que nous on a choisie pour nos sites internet, ce qui nous permet d'administrer tout seul nos sites de e-commerce. Ensuite, il y a une différence entre est-ce que je veux faire un site vitrine ou est-ce que je veux faire un site de e-commerce. Et donc pour les sites vitrines, ce ne sont pas des sites marchands et donc on choisit nous en général WordPress, même si WordPress maintenant propose des solutions marchandes à travers ses offres. Donc ça c'est une question qu'il faut se poser en fonction de la largeur de ses produits, de la largeur de la gamme de ses produits, du nombre de produits qu'on veut vendre. Clairement, quand on n'a qu'un seul produit à vendre parce que c'est une innovation, il faut plutôt faire un site, on va dire vitrine, qui va mettre en avant, du contenu, où on va mettre en avant le produit, où on va faire des vidéos, on va faire des liens vers les réseaux sociaux et où on va essayer de toucher sa communauté quand elle existe. Cette communauté n'existe pas forcément. Je vous donne un exemple très simple. Vous cherchez la communauté des amoureux des chats parce que vous fabriquez par exemple des colliers pour chats personnalisés. C'est assez simple de trouver la communauté sur Facebook des gens qui aiment les chats. Moi, dans mon métier, par exemple, en B2B, je vends des tables élévatrices industrielles. Moi, je n'arrive pas à identifier sur les réseaux sociaux les amoureux des tables élévatrices. Ils ne se sont pas réunis en club d'amoureux des tables élévatrices. Ils ne postent pas de photos de tables élévatrices. Ils ne postent pas de commentaires sur les tables élévatrices. Donc, ils sont extrêmement difficiles à identifier. Le point numéro 7, c'est la question du référencement, qui peut se transformer en puissant fond, en tonneau des Danaïdes, parce que vous devez plaire vous pouvez plaire de deux façons différentes à vos internautes, en tout cas pour être visible sur Internet. On a souvent une phrase où on dit « rien ne sert d'avoir un beau site s'il n'est pas vu ». Donc la priorité, c'est que votre site soit visible, un peu comme un parking d'un supermarché, vaut mieux qu'il y ait un maximum de place qu'aucune place pour se garer devant votre boutique. Le référencement, c'est un peu la même chose, il faut être visible, et ensuite il faut attirer les gens chez vous. Donc la priorité, c'est d'être visible, et ensuite c'est d'être beau et d'être attirant et d'avoir une offre différenciée. Donc il y a deux types de référencement, le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, si vous avez bien appliqué le point numéro 5 sur la construction et l'optimisation de la base de données, ça devrait se faire à peu près naturellement. Ça veut dire que c'est la partie, on va dire, non payante de Google. Donc, quand vous allez ouvrir une page de Google, quand vous avez l'habitude de le faire, vous allez vous rendre compte que l'essentiel des réponses qui sont visibles sont des réponses de référencement payant. Donc, vous ne pourrez pas vraisemblablement vous passer du référencement payant, mais le référencement payant, il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Donc, vous êtes obligé de passer un peu par les deux, en sachant que, pour ma part, moi en B2B, le référencement payant passe essentiellement par Google, parce que Google draine la quasi-totalité des requêtes. Vous pouvez très bien, si votre communauté est parfaitement identifiée sur Facebook, passer uniquement par du référencement sur Facebook ou par les autres réseaux sociaux. Ça dépend de où est votre communauté, et où sont vos clients et par quel biais ils sont susceptibles de trouver vos produits. C'est assez difficile de répondre à cette question tout seul dans son garage ou dans sa chambre ou dans son bureau. En tout cas, il va falloir vous faire aider à un moment ou à un autre pour répondre à cette question. Le 8e point qui revient essentiellement, qui revient souvent quand j'ai l'occasion de présenter cette petite formation ou conférence, c'est la question sur les systèmes de paiement. Le système de paiement le plus connu, c'est PayPal. Vous ne pouvez pas vraiment vous passer de PayPal, même si c'est assez cher. Méfiez-vous de PayPal. Laissez pas trop d'argent sur le site de PayPal. Moi, je considère que quand on a plus de 1500 € sur le compte PayPal, il faut rapatrier ses sous tout de suite parce qu'ils ont tendance de temps en temps à faire des vérifications et à bloquer l'argent sur leur compte et ça peut durer 1 mois, 2 mois et si vous n'avez pas la trésorerie pour survivre, PayPal sera plus fort que vous et vous risquez d'y laisser votre peau. Donc faites attention à PayPal, mais c'est difficile de s'en passer. Et ensuite, vous avez la totalité des banques qui proposent des systèmes de paiement dématérialisés, des terminaux de paiement dématérialisés que vous pouvez installer sur votre site. Ça coûte à peu près 200 € du côté de la banque, ça coûte à peu près 200 € pour vous le faire intégrer sur votre site par un prestataire extérieur et ils vont vous prendre à peu près 0,5% de toutes vos ventes. Sachez quand même que rembourser un client, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que vous payez votre commission quand vous encaissez les sous, mais vous payez aussi la commission quand vous décaissez les sous. C'est pareil pour PayPal. Chaque transaction, que ce soit un remboursement ou un paiement, est payante. Donc c'est des choses que vous pouvez essayer de négocier avec votre banquier. C'est quelque chose que vous n'arriverez pas a priori à négocier avec PayPal. Le
Le point numéro 8, c'est le point sur le SAV et le service client. Vous devez a priori impérativement laisser parler vos clients, c'est-à-dire leur donner l'occasion de communiquer avec vous. Ne cachez pas le numéro de téléphone, ne cachez pas votre email sur le site. Ayez si possible un chat en bas à droite. Ayez si possible un système de dépôt des avis clients, ça vaut à peu près 50 € par mois. Et laissez l'opportunité à vos clients de pouvoir s'exprimer. Google aime bien ça déjà, et ensuite ça va vous apporter de la crédibilité, bien évidemment, si vous faites bien votre travail. Si vous ne faites pas bien votre travail de e-commerçant, ça va vous desservir. Mais si vous n'avez pas prévu de faire bien votre travail, ne vous lancez pas dans le e-commerce. Le point numéro 9, ça concerne la partie, on va dire, technique concernant le site internet. C'est-à-dire, vous devez définir impérativement ce que vous voulez faire ou pas concernant le site internet. Il y a énormément de choses différentes à faire dans le site internet, et vous devez être capable de définir ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, et d'externaliser une partie de ce que vous ne saurez pas faire ou de ce que vous ne pourrez pas faire. Bien évidemment, vous avez accès à des formations qu'on propose par ailleurs, accès à des formations qui vont vous permettre de devenir le plus autonome possible pour éviter que ça vous coûte une fortune au bout du temps. Le 10e point, et le point est un point crucial, c'est le point de combien de temps vous êtes prêt à consacrer à cette nouvelle activité. Vous allez devoir y consacrer du temps. C'est chronophage. C'est fini l'époque où il suffisait de mettre un produit, on va dire à l'arrache sur Internet pour réussir à le vendre. Ça n'existe plus cette période. Ça fait longtemps que c'est terminé. Donc vous allez devoir consacrer du temps à cette activité. C'est une activité qui est 24/24. Votre site, il est ouvert 7 jours sur 7, 24/24, et vous ne pouvez pas partir en vacances 3 semaines en laissant vos clients sans suivi, sans livraison, ou alors vous allez devoir dire que votre site est fermé pendant les 3 semaines. C'est pas bon pour le référencement, c'est pas bon pour les avis clients. Donc c'est une activité qui est très prenante. C'est donc une activité où vous allez devoir définir le nombre d'heures que vous allez devoir y passer par semaine. Tout dépend du point numéro 11, qui est le point de quel objectif vous avez défini pour cette activité. C'est-à-dire, ça pourrait être, c'est à la fois la dernière question et ça pourrait être la première question. C'est-à-dire, vous voulez vous lancer dans le e-commerce, ok, mais pourquoi faire? Pourquoi vous voulez vous lancer dans le e-commerce? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'est parce que votre voisin a fait pareil et vous le voyez rouler en Ferrari et vous vous dites que vous aimeriez bien avoir aussi une Ferrari? Ou est-ce que c'est parce que vous voulez générer un peu plus de chiffre d'affaires pour votre boutique? Est-ce que c'est parce que votre activité principale est en perte de vitesse et vous voulez la relancer avec du e-commerce? En tout cas, est-ce que vous n'avez pas d'activité et vous voulez créer votre activité uniquement avec l'e-commerce? En tout cas, il n'y a pas de mauvaise réponse à tout ça. Mais il faut vous poser la question de pourquoi vous voulez vous lancer dans le e-commerce, et ensuite, quel chiffre d'affaires vous voulez réaliser. Il est bien évident qu'avec un objectif de chiffre d'affaires trop faible, vous allez vous retrouver avec des coûts mensuels induits. Je vous ai parlé tout à l'heure des coûts fixes qu'on va payer une seule fois, mais un abonnement un abonnement pour une solution d'avis client qui coûte à peu près 50 € par mois. Le système de paiement va vous coûter quelques euros par mois. Votre abonnement bancaire va vous coûter quelques euros par mois. Votre PrestaShop va vous coûter aussi en administration quelques euros par mois. L'hébergement va vous coûter aussi quelques dizaines d'euros par mois, enfin, etc., etc., etc. Tout ça va vous coûter un petit peu d'argent, et ça veut dire que si votre objectif de business est trop faible, vous serez jamais dans vos clous. Donc, il faut être ambitieux, réaliste, mais ambitieux pour se lancer dans le e-commerce. Vous l'aurez compris, ça s'improvise pas. Donc, ma question, enfin, en tout cas, mon conseil, c'est vraiment de vous poser toutes ces questions pour être sûr que vous êtes prêt à vous lancer dans le e-commerce. Certains l'ont fait il y a bientôt 15 ans. C'est pas trop tard, c'est de plus en plus difficile, mais c'est pas trop tard. En tout cas, si votre produit, si vous croyez vraiment dans votre offre et dans votre produit, lancez-vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avancer sur votre projet de e-commerce. Sachez que vous pouvez retrouver le contenu de nos formations sur notre site web pepsweb.fr où on détaille les formations qu'on propose dans l'acté de e-commerçant pour vous aider à devenir le plus autonome possible dans votre future activité de e-commerce pour que ça vous coûte le moins cher possible à terme. Sachez que toutes ces formations sont prises en charge, on est ce qu'on appelle data docké, ça veut dire que ces formations sont prises en charge par votre organisme paritaire de collecte de vos formations, enfin en tout cas de vos cotisations de formation, et que ces formations sont prises en charge. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre futur projet de e-commerce.